Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette dernière table ronde de la journée. Merci à vous d'être là. Le thème de notre table ronde, qui est un thème qui va sûrement poser beaucoup de questions, de l'intolérance à la tolérance, faut-il tout tolérer ? La franc-maçonnerie pratique la tolérance, cette ouverture de l'esprit et d'accepter que les autres ne pensent pas comme vous. D'ailleurs, nous avons coutume de rappeler que nous nous enrichissons de nos différences. Cependant, les francs-maçons et les francs-maçonnes se doivent également d'agir face à des expressions, des actes répréhensibles du point de vue éthique ou légal. Nos constitutions rappellent, la franc-maçonnerie a pour principe la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même, ainsi que la liberté absolue de conscience. Pour autant, ce qui nous réunit ne pose pas de problème de tolérance. Bernard Marcal, avocat de Charlie Hebdo, dans son dernier livre « Traité sur l'intolérance », écrit « Ne pas oser dénoncer l'intolérance, ce n'est pas être tolérant, c'est abandonner les hommes à leur malheur. » La tolérance est-elle synonyme de faiblesse ? Est-il possible de tolérer l'intolérable ? Y a-t-il une bonne ou une moins bonne tolérance ? Quel a eu le sens du mot tolérance dans le temps et dans l'histoire ? Qu'est-ce que l'intolérance ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre. Après un débat entre les intervenants, la parole vous sera donnée. J'aurai le rôle ingrat d'être gardien du temps et donc je serai obligée de vous demander de prendre des paroles concises. Pour animer, j'ai le plaisir d'accueillir, par ordre alphabétique, alors je vais en plus faire comme ça, voilà, Guy Arcizet. Guy Arcizet, vous avez exercé la profession de médecin de quartier durant 40 ans en banlieue parisienne. Vous êtes souvent remarqué par votre expérience de terrain des problèmes sociaux. Vous êtes grand maître du Grand Orient de France de 2010 à 2012. Votre arrivée est marquée par l'adoption d'un article prévoyant l'initiation des femmes au sein de l'obédience. Vous publiez Poétique et ascèse, un parcours maçonnique dont la préface est écrite par Jean Verdun, qui étudie la dignité humaine et le principe de revenu minimum d'existence. Début 2022, vous publiez un second ouvrage, qui est d'ailleurs présenté en bas, L'idée laïque, un testament philosophique. Assad Assaker, vous êtes médecin de famille depuis 25 ans, maçon depuis 33 ans, coordonnateur du groupe des droits humains, membre du comité scientifique bioéthique et liberté au sein de la Grande Loge mixte de France. Vous avez participé à plusieurs missions humanitaires au Moyen-Orient et Afrique. Vous êtes à l'initiative de la création de loges au Liban, votre pays d'origine, atelier que vous avez souhaité multiculturel, multilingue et surtout multicultuel. Sylvain Zegni, vous êtes économiste et maître de conférences à l'université Gustave Eiffel à Marne-la-Vallée, membre du conseil de rédaction de la revue Le Monde en développement, et dans ce cadre, vous avez à votre actif de nombreuses publications. Vous êtes membre du Conseil national de la Fédération française du droit humain depuis 2019, au sein duquel vous avez présidé la commission Droits de l'homme et laïcité. Vous êtes depuis quelques mois le grand maître de la Fédération française du droit humain. Alors, vous avez participé en tant qu'auteur au livre « Voyage au cœur des nombres » publié en 2022. Sylvain, je vous donne la parole pour cette première intervention. Alors peut-être, oui, pour rappeler un petit peu que l'idée de tolérance, si elle est liée effectivement à la Renaissance et au conflit religieux de la Renaissance, en fait, elle pose un seul problème. Comment faire du lien social
dans une société où tout le monde ne pense pas la même chose, que ce soit sur le plan politique ou religieux. Alors c'est une question vieille comme le monde. Il n'y a finalement pas beaucoup de moyens de la résoudre. Soit on a une option plutôt verticalisante, un roi, un dieu, une loi. Et là, effectivement, c'est l'exclusion. L'exclusion de tous ceux qui ne pensent pas comme nous, de tous ceux qui ne sont pas comme nous, l'exclusion pouvant prendre la forme de massacre. Bon, c'est bien connu dans l'histoire. Et puis, il y a non pas la tolérance, mais l'idée finalement que tout se vaut. Et si tout se vaut, il n'y a plus de vérité. Et s'il n'y a plus de vérité, bien effectivement, c'est la loi de la sensibilité. Alors on verra que c'est très moderne, parce que ça veut dire que effectivement, dès lors où je m'oppose à quelque chose, je heurte l'intimité ou la sensibilité de quelqu'un. Le deuxième point, on en a parlé ce matin, le singulier, le particulier et l'universel. L'universel, c'est ce qui me relie aux autres hommes. Ce n'est pas une doctrine que l'on va vendre dans les colonies, c'est ce qui me relie aux autres hommes. Le particulier, c'est ce qui participe à une communauté, et le singulier, c'est moi-même. Quand je dis que cela heurte mes convictions, ça veut dire que je passe du stade de la communauté, je me reconnais comme de la religion X ou Y, et si l'on critique la religion X ou Y, ce n'est plus la religion que l'on critique, mais c'est moi-même, en tant qu'être intime qui croit en quelque chose. Et cela, aujourd'hui, c'est très moderne, si j'ose dire, ça nous vient des États-Unis. Vous avez tous vu, par exemple, qu'aujourd'hui, quand on parle de religion et que l'on essaie de critiquer une religion, alors à ce moment-là, on heurte la sensibilité particulière des uns et des autres. Et les derniers procès qui ont eu lieu, ce n'est pas être anti-musulman, être anti... ça, c'est on a heurté la sensibilité des croyants. Donc ça, c'est un point assez important, parce que cette confusion entre ce qui est l'universel, ce qui me relie aux autres, et ce qui fait que l'on est effectivement relié aux autres. Le particulier qui relève de ma communauté et le singulier, bien, c'est un peu cela que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors l'idée de tolérance, Voltaire la faisait remonter à la plus haute Antiquité. Bon, je ne sais pas si effectivement dans la plus haute Antiquité il n'y avait pas de massacre, mais surtout l'idée de tolérance, elle naît à un moment en Occident bien particulier, qui est le schisme de la Réforme. Alors, il y avait déjà eu des schismes, mais ils étaient lointains en Orient. Et les catholiques romains avaient quand même fait quelques massacres en Orient d'orthodoxes, notamment pendant les croisades. Mais ça s'était réglé, c'était loin. En Occident, il y a une rupture qui va se maintenir entre protestants et catholiques. Et effectivement, se pose la question pour la première fois, avec un système pyramidal, un roi, une loi, un Dieu, on va dire deux manières de croire en Dieu, ici. Là se pose véritablement la question de « je suis identique, je crois finalement à la même chose, je suis chrétien, mais si j'admets qu'il y a deux manières d'honorer Dieu, ça veut dire qu'il peut y avoir deux rois, deux lois. » D'où l'idée de tolérance qui apparaît effectivement en se disant, après moult massacres, comment construire ou faire une société avec des gens qui sont encore intolérants et à qui, en France, on va faire admettre un édit. Un édit qui n'est absolument pas de la tolérance. Si les gens voulaient cesser de se taper dessus, on n'aurait pas eu besoin d'un édit. Et qui va fixer des règles très précises, quasiment ville par ville, quartier par quartier, pour assurer l'équilibre. Ça veut bien dire que la tolérance, elle n'existe pas. Ou tout du moins telle qu'on l'a définie aujourd'hui. Ça veut dire que la tolérance, c'est supporter d'avoir à côté de moi quelqu'un que je déteste et que si je pouvais le tuer, ça serait encore mieux. Et d'ailleurs, la preuve, dès qu'Henri IV meurt,
l'édit de Nantes est totalement détricoté, et en 1685, lorsque l'édit de Fontainebleau annule l'édit de Nantes, en fait, il annule quelques articles, parce qu'il n'y en a plus. Donc, finalement, c'est bien cette idée que, quelque part, si l'on veut être tolérant, ça veut dire que l'on commence à accepter qu'un autre puisse penser différemment que moi. Et là, c'est important, parce que si je dis cela, ça veut dire que j'admets qu'il y a un autre moyen de penser, une autre pensée que la mienne, et donc que je peux, y compris, y être sensible. La particularité de la maçonnerie, lorsqu'elle naît effectivement dans les îles britanniques, qui ont elles aussi connu des conflits religieux encore plus compliqués que les nôtres, parce que là, c'était bataille entre protestants et entre catholiques, mais aussi entre protestants internes. Pour mettre fin, finalement, la maçonnerie, ça a peut-être été le centre de l'union. Et ça a été finalement construit comme étant une sorte d'acceptation mutuelle, et notamment, les constitutions d'Anderson font référence à ce qui est commun, c'est-à-dire les lois noachides. Voilà. Donc, j'en terminerai là, mais je vais peut-être passer le micro. Oui, merci de me passer la parole. Alors bon, moi j'ai préféré écrire parce que j'avais peur de déborder les 5 minutes qui m'étaient allouées. Et je vais vous faire d'abord une petite confidence. C'est que je ne crois pas en Dieu, mais je suis croyant. Je n'ai aucune espérance, et pourtant je ne suis pas désespéré. Je ne suis pas tolérant, mais je suis solidaire. Comprenne qui pourra, je suis franc-maçon. Et la tolérance me pose un problème, dans la mesure où j'ai tendance à la mettre dans le même sac que les valeurs théologales, foi, espérance, charité, ou bien que le vivre ensemble, un mot sur lequel on doit s'expliquer, parce que les brebis vivent ensemble dans les bergeries et les veaux dans les étables. Est-on obligé de vivre ensemble? Et puis, il y a d'autres mots comme la bienveillance, etc. Je ne vais pas être trop long. Et puis, une formule que j'aime pas du tout, c'est « aimez-vous les uns les autres ». Je réclame le droit de ne pas aimer certains de mes contemporains et, certains de mes frères et de mes sœurs. Et je crois d'ailleurs qu'il y a eu une erreur dans le logiciel qui a tapé la Bible. C'était pas « aimez-vous les uns les autres », c'était « aidez-vous les uns les autres ». Parce qu'on n'a pas de devoir d'amour, mais on a un devoir de solidarité. Alors, je ne suis pas très loin de la tolérance quand je dis ça, parce qu'il y a un gouffre quand même dans les définitions qui sont données. Voltaire, lui, pense que la tolérance est vraiment le substrat de l'essence humaine. Et puis Paul Claudel dit « la tolérance, il y a des maisons pour ça ». Et à un niveau moyen, une définition que j'aime bien, c'est celle de Jean Kelevitch, ou une remarque de Jean Kelevitch, qui dit « Qu'est-ce que la tolérance ? C'est une vertu à destination d'un monde désuni, d'un monde dans lequel les hommes s'ignorent. » Et Cynthia Fleury, qui fait cette citation, rajoute « C'est souvent ce que les hommes peuvent faire de mieux, tant ils sont peu fraternels entre eux. » Vous voyez que, vraiment, quand on manie ce concept, il faut être extrêmement prudent. Alors, un tout petit mot pour vous dire comment je conçois aussi, pas très loin évidemment de Sylvain, le rôle de la maçonnerie pour moi. Pour moi, il y a un terme important en maçonnerie qui est la reconnaissance. Et il y a 2 façons de voir la tolérance. La première, c'est de connaître l'autre, de savoir qu'il est là, et finalement de l'accepter ou de le supporter comme tel. Et au-delà de la connaissance, il y a la reconnaissance. Et dans les rituels maçonniques, on se reconnaît en tant que tel
en tant que frères et sœurs, avec bien sûr le souci de l'autre, la sollicitude, n'est-ce pas Charles Coutel, qui est là-bas et à qui j'ai volé ce terme et que j'emploie maintenant de manière courante, et je dirai peut-être pourquoi tout à l'heure, le sens que donne Albert Camus à la sollicitude, c'est-à-dire le souci des autres. Vous vous souvenez que dans le discours de Stockholm en 1957, il a dit à un moment, il a dit « j'ai la nostalgie de la lumière ». Et bien que cette nostalgie explique bien de mes erreurs et de mes fautes, elle m'a permis de me tenir aveuglément auprès de tous ces hommes silencieux qui, pour supporter la vie qui leur est faite dans le monde, n'ont que le souvenir ou le retour à de brefs et libres bonheurs. Je crois que la tolérance est complètement définie pour moi, puisqu'on peut avoir des visions différentes de cette manière. Bien sûr qu'il faut s'émanciper pour être tolérant. Bien sûr que la tolérance ne peut exister qu'en fonction de la laïcité. Il n'y a que la laïcité qui donne son sens à la tolérance. Et je crois qu'il faut bien comprendre ça quand on va à Calais, ce qui m'est arrivé et ce qui arrive à beaucoup d'entre nous pour faire une conférence, et où j'ai visité sur le port les abords que vous connaissez peut-être, qui sont bardés de barbelés et de quasi-murailles, dans un environnement où ce sens alors perd complètement, où on perd complètement le sens de la tolérance. Et on se demande si les migrants qui sont là et qui sont dans l'errance ont réellement la possibilité de s'émanciper. On comprend aussi les Calaisiens qui ne peuvent vivre avec la présence des migrants. Et là, je ne suis que dans le questionnement. Alors voilà, pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est pour ça, c'est pour vous entendre. C'est pour entendre ce que vous pouvez me dire, pour m'aider à vivre cette contradiction qui est importante. Et pour finir, je pense surtout à mon voisin du dessus, qui est un jeune homme qui fait la fête jusqu'à 3 heures du matin. Et là, je te rejoins, Sylvain. Finalement, ces jours-là, je suis très intolérant. Bonsoir tout le monde. Voilà, pour moi, la tolérance est une affaire très sérieuse pour qu'on puisse la définir en une soirée. Entre tolérance et intolérance, je voudrais bien parler du paradoxe. C'est le paradoxe de la tolérance. Est-ce qu'au nom d'une tolérance, on doit tout tolérer, on doit laisser l'intolérance s'exprimer? Ça, c'est une question que, jusqu'à maintenant, je n'ai pas la prétention de donner la réponse. Il y a un deuxième point, c'est-à-dire que si la tolérance est une notion très théorique pour moi, est une notion qui est acquise, elle n'est pas innée. Nous devenons tolérants en fonction de la société dans laquelle nous vivons, et nous devenons intolérants en fonction de la société dans laquelle nous vivons aussi. Donc, dans les différentes phases de notre vie, nous passons de la tolérance jusqu'à l'intolérance, de l'intolérance vers la tolérance, avec la compréhension des choses. En tant que franc-maçon, je pense que nos loges, notre idéal, nous aide beaucoup à comprendre l'autre et à devenir tolérant. Pourquoi? Parce qu'il y a un idéal qui nous unit, il y a un projet commun qui nous unit. Si nous transposons ça vers la société dans laquelle nous vivons, et notamment de laquelle je viens, et je vous donnerai l'exemple qu'on a fait après, et on s'est basé là-dessus. Le projet commun, c'est-à-dire, un exemple concret, on a créé une loge au Liban. Au Liban, vous savez, il y a 18 Libans au Liban. Il y a 18 religions. Nous avons réussi à créer, et grâce à la franc-maçonnerie et à la volonté des sœurs et frères et de sœurs et frères français et libanais, créer une loge où le président de la loge est un musulman chiite, son vice-président est un chrétien orthodoxe, son gardien de la loi
est une chrétienne maronite, parce que c'est une loge mixte, il y a des hommes et des femmes. Le secrétaire est druze. Alors, tout le monde nous regarde, et ainsi de suite. Hein, il y a toutes les religions. Chrétiens orthodoxes, il y a un protestant, il y a des athées, il y a même des laïcs en respectant la religion des autres. Donc, si je pense que nous avons réussi, parce qu'on n'est jamais sûr jusqu'au bout, à la fin, hein, parce qu'après tout, nous sommes des êtres humains, et l'homme est imparfait. Ce qui nous a aidé à construire ce système, c'est le projet commun. C'est avoir une transposition d'une petite loge vers la société libanaise. C'est une grande prétention, hein, mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, on commence à faire des adeptes. Et on commence à être un exemple. Pour moi, ça, c'est un exemple vivant de la tolérance, puisque quand on parle du mot tolérance, c'est qu'il y a un désaccord quelque part. Sinon, on est d'accord, on est amis, on est de la même famille. Nous avons un projet commun, nous avons un idéal commun, et grâce à cet idéal, nous allons continuer. Par contre, j'ai une intime conviction, c'est qu'une tolérance sans projet commun dans n'importe quelle nation, ça a beaucoup de limites. Hein. Ça a des limites, et à un moment donné, ça mène vers l'intolérance, c'est impossible autrement. L'être humain, il est fait comme ça. Donc, en parlant de la tolérance et de l'intolérance et de son paradoxe, il y a le deuxième point. Est-ce que non, de la tolérance, on peut tout tolérer ? Je ne pense pas qu'on peut tout tolérer. Si nous tolérons tout, c'est plus de la tolérance, c'est de la faiblesse. Je pense, en ce qui me concerne, qu'il y a quand même des limites à cette tolérance, à cette intolérance. On donne un exemple dans l'un des pays où on peut dire que ce pays il est intolérant, ou tolérance, c'est une tolérance qui est quand même limitée, mais il y a des règles et il y a la loi aussi qui vient gérer tout ça. Donc voilà, ma prochaine question, quelle est la limite et quel est le paradoxe de la tolérance et de l'intolérance, j'ai dit. Merci à vous trois. J'avais envie de rebondir sur... je vais pas rebondir. On a parlé de la tolérance. Qu'est-ce que l'intolérance et en quoi la franc-maçonnerie pourrait être un rempart contre l'intolérance ? Alors, j'ai toujours du mal avec l'idée de tolérance et d'intolérance. Parce que ça veut dire que pour définir l'intolérance, il faut se fixer un cadre, des limites à ce qui est acceptable ou pas. Je vais revenir sur ce que tu as dit. Si on définit la tolérance comme le souci de l'autre, on est amené à un moment donné à tout lui pardonner. Et donc, finalement, à une sorte de confusion. Il n'y a plus de limite. On peut tout accepter de la part de l'autre. Accepte-t-on d'un membre de sa famille tout ce qu'il peut faire, et a priori d'un frère ou d'une sœur de sa loge? Ça demande donc, pour définir la tolérance, de définir ce qui est au-delà de la tolérance. Et j'en reviens tout à l'heure à l'intolérance, c'est effectivement nier ce qui nous est commun. Pour mettre en valeur ce qui est de sa communauté, du particulier, ou de sa singularité. Et c'est ça qui, à mon avis, nous mine aujourd'hui, c'est-à-dire, finalement, je mets en avant ma singularité ou mon particularisme, ça peut être sa communauté ou ce que je ressens, et la société doit reconnaître ce particularisme ou cette singularité. C'est-à-dire que, finalement, j'oublie ce qui est mon appartenance à l'humanité. Et à ce moment-là, c'est dangereux, on devient tolérant. Et le problème aujourd'hui, c'est tout le discours qui nous dit finalement, non, il ne faut pas... C'est culturel, vous comprenez, leur manière d'égorger les moutons, leur manière de se tondre, leur manière, etc., sont des phénomènes culturels. Une sœur, un jour, m'a dit, mais l'excision, c'est culturel. Quand une sœur du droit humain me dit que l'excision, c'est culturel, ça me posait problème. Donc ça veut dire qu'au nom de la culture, au nom des différences qu'il faut accepter, il faut accepter parce qu'il faut avoir le souci de l'autre. Donc on va jusqu'à accepter des pratiques qui, derrière, effectivement, ruinent le corps de la femme, sont une négation même de ce qu'est une femme, mais ce n'est pas grave, puisque je veux avoir le souci de l'autre. Et si on va jusque-là, bien effectivement,
tout est culturel, tout devient confus, tout devient respect. Quand j'étais jeune, jamais le mot respect n'apparaissait. Aujourd'hui, le premier mot, c'est respect. Et on respecte quoi? Donc, à mon avis, effectivement, l'intolérance vient de la mise en avant de sa singularité ou de sa communauté, avec l'oubli de ce qui est, j'allais dire le commun, j'aime pas trop, le souci de l'universel. Bien compris, évidemment. Oui, j'entends bien et bien sûr, je suis du même avis clair, mais Sylvain pose les questions donc de la limite de la tolérance. On y arrive tout doucement, tu en parlais à ça tout à l'heure aussi. Moi, je crois qu'on a une chose claire comme limite, c'est la dignité humaine. C'est-à-dire la dignité morale, intellectuelle et physique. C'est ça. On parlait de l'excision, il est évident qu'on ne peut pas penser qu'une mutilation sexuelle ou autre peut entrer dans un domaine de tolérance. C'est du domaine de l'intolérable. Là, je crois qu'on y entre de plein pied. On est en train d'avancer tout doucement. C'est pour ça que le terme est extrêmement ambigu et que je disais clairement, personnellement, je ne suis pas tolérant. Mais je pense que la solidarité nous apporte une réponse dans la mesure justement où elle considère la dignité de l'autre et qu'on ne peut pas parler de solidarité sans parler de laïcité. Il ne peut y avoir de tolérance que dans un pays laïque. Ailleurs, ça n'existe pas. C'est clair. Et ce dont tu parlais, Assad, et je te l'ai dit tout à l'heure, j'en ai parlé avec Antoine Sfer, le cher Antoine Sfer, qui nous manque tellement, qui est un journaliste libanais que vous avez peut-être connu, qui était un homme formidable, et que j'ai vu intervenir peu de temps avant sa mort sur la tolérance et la laïcité, et qui disait « J'ai un énorme avantage sur vous tous qui m'écoutez dans la salle, c'est que moi, pour moi, la laïcité, c'est un choix. Pour vous qui êtes français de souche, c'est quelque chose qui vous paraît normal et acquis. Mais pour moi, ça a été un combat. Et je crois qu'il faut bien comprendre que dans les limites que je fixe d'une manière un tout petit peu artificielle, en parlant de la dignité humaine, parce qu'il faut savoir, là aussi, les limites de la dignité humaine. On ne peut pas évoquer ce sujet à chaque coin de rue en l'appelant à son secours. Il faut bien savoir de quoi on parle. Dans ce domaine-là, je pense qu'il faut être clair dans ses limites, il faut être clair dans son expression, pardon, et encore une fois, évidemment, on va tous tomber d'accord sur le fait qu'on ne peut pas tout tolérer. On ne peut pas tout tolérer. Et surtout, à l'heure actuelle, en France et dans le monde, où on voit la montée d'un certain nombre d'impérialismes et d'extrémismes, et pardon de parler un petit peu comme un politique, mais pour moi, les maçons sont aussi politiques, au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent à la vie de la cité. Et Thomas Mann nous le dit dans La Montagne magique, il nous le dit clairement, la franc-maçonnerie a toujours été politique. Quand la franc-maçonnerie s'est installée à la fin du XVIe ou au début du XVIIe siècle, il était évident, ou du XVIIIe, il était évident qu'elle allait à l'encontre, c'était dans une révolte. Et il faut faire attention que la tolérance ne soit pas un replâtrage de la révolte. Il ne faut pas qu'on se place dans une situation où on va perdre nos possibilités d'indignation. Il y a des choses qui doivent continuer à nous indigner dans le monde actuel. Et, bien sûr, c'est un avertissement. En France, on va vers des échéances électorales bientôt. Il faut y penser, parce que certains partis, à l'heure actuelle, le disent clairement. J'ai relevé une citation que je vais vous lire
en 30 secondes d'un homme politique, d'un polémiste, qui dit « En France, comme dans toute l'Europe, tous nos problèmes sont aggravés par l'immigration. » Enfin, je fais semblant de lire mon papier pour vous lire une phrase que vous connaissez tous. Et ce problème-là, c'est un de nos problèmes actuels, au-delà de la philosophie, au-delà des concepts. C'est un problème du quotidien parce qu'en plus, je vous le dis, il y a beaucoup de maçons, bien sûr, dans la salle. Nous serons nous-mêmes en danger le jour où nous aurons ces extrémistes parce qu'eux n'en ont rien à faire de la tolérance. Hein, la tolérance, ils sont du côté de Paul Claudel. La tolérance, il y a des maisons pour ça. Bon, pour les plus jeunes, vous ne savez peut-être pas ce que c'est des maisons de tolérance, mais réfléchissez un peu, vous allez trouver. Exactement, tu as répondu à la question, est-ce qu'on peut laisser un intolérant s'exprimer au nom de la tolérance? C'est ce qui nous amène à ces discours-là, hein. C'est que c'est toujours la faute de l'immigré, c'est toujours de la faute de la personne qui est différente de moi, c'est toujours la faute de la culture qui n'est pas la mienne. De l'autre côté, quand on dit que la laïcité est la solution, attention, pour moi, il faut bien définir le mot laïcité dans d'autres lieux. En France, la laïcité, c'est quelque chose qui est très clair, mais ailleurs, comme tu disais, c'est un combat. Un combat parce que la réponse que nous donnons en dehors de la France, et pour qu'on puisse travailler presque en sérénité, c'est que la laïcité est la garante de toutes les croyances sans pour autant les autoriser en lieu public. Donc en loge, on ne parle pas religion, on ne parle pas politique, et puis nous sommes des laïcs, entre guillemets. J'ai dit. Très franchement, je ne crois pas que la laïcité soit quelque chose d'acquis aujourd'hui et que tout le monde en ait une définition très claire. Je crois que Guy sera d'accord avec moi là-dessus, y compris dans nos obédiences. Donc, effectivement, la laïcité, c'est ce qui va nous permettre, effectivement, non pas d'exercer la tolérance, mais d'exercer ses choix, et ses choix intimes. Alors, il y a un philosophe inconnu que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pierre Bayle, et qui parlait des droits de la conscience errante. Alors, il avait été protestant, puis ensuite dans un collège jésuite, puis il avait été relapse, puisqu'il était revenu au protestantisme. Et il a vécu aux Pays-Bas avec un type qui s'appelait Jurieu, qui était, alors lui, le symbole de l'intolérance complète. Et finalement, il combattait les superstitions, etc. Il dit une chose très simple, les droits de la conscience errante, ce qu'on appelle la liberté de conscience aujourd'hui. Ça me paraît effectivement très important avec le combat pour la dignité humaine. Et c'est ces deux piliers-là qui font de la laïcité. Ce n'est pas une affaire de religion. Moi, les religions ne m'embêtent pas. Bon, je n'y crois pas, mais elles ne m'embêtent pas. Elles ont le droit de vivre. En revanche, m'imposer quelque chose et aller contre ma dignité, et ça me gêne. Et effectivement, certains mouvements religieux le font, mais pas que. Pas que. Merci, madame. Donc, bon, me lancez pas sur la laïcité parce que vous êtes foutus. Ils vont passer la nuit ici. Le problème, on a essayé d'écrire un éclairage, pas une définition, mais un éclairage de la laïcité où on disait que c'est l'état idéal d'une société fraternelle où peuvent vivre librement, s'épanouir et s'exprimer dans l'égalité des chances toutes les différences humaines. L'idéal maçonnique. Parce que l'idéal maçonnique est, au moins pour le Grand Orient de France, dans les rituels. Et quand je pose la question, mais c'est quoi l'idéal maçonnique? On me répond ce que tu as dit tout à l'heure, mais c'est un truc français. C'est un truc français, historiquement daté, politiquement installé, juridiquement, mais non. Ça, c'est simplement une des conséquences de l'évolution de l'idée laïque depuis la Renaissance en Europe. Et il n'y a pas qu'en France.
Donc je crois que c'est très important de garder cette idée que la laïcité n'est pas un problème français, c'est un problème du monde entier pour que l'on puisse accepter dans son pays les différences. Ça me paraît très important. Et quelle qu'elle soit, la laïcité touche à des problèmes politiques, c'est vrai, touche à des problèmes juridiques, je viens de le dire, mais aussi à des problèmes économiques. La laïcité, c'est le refus de toutes les cléricatures. Et quelle est la plus grande cléricature à l'heure actuelle? C'est la cléricature de l'argent. Pardon de le dire comme ça. Je donne des opinions où vous allez facilement me classer. Mais il est incontestable que les différences de niveau social dans nos pays, que la pauvreté qui s'installe, ne donne pas la liberté aux gens de s'exprimer. On parle de religion, mais le clochard qui est sur une grille du métro à côté du centre de Paris, allez le voir en lui disant « mais finalement, vous êtes finalement heureux, on est dans un pays laïque ». Mais il va vous jeter sa civile à la figure. Et il aura raison, parce qu'on n'est pas libre quand on n'a pas les possibilités physiques de vivre. Et c'est pour ça que j'ai travaillé sur la possibilité, dans le monde économique, de donner à chacun une dignité avec un revenu déconnecté du travail qui, à l'époque, n'existait pas. Il paraît qu'à l'heure actuelle, on a trop, hein, vous avez entendu aussi. Mais on continue à avoir des pauvres, je vous signale, et des gens qui ont du mal à vivre et à survivre, et parfois des révoltes. C'est un autre sujet. Je voulais tout simplement dire, mon frère, c'est que la laïcité, c'est une notion qui est très claire en France, mais qui ne l'est pas ailleurs. Je ne dis pas qu'elle est purement française. C'est que nous sommes en avance par rapport aux autres, ce qui est une bonne chose pour moi. Je ne dis pas que c'est franco-français. Je sais ce que tu veux. Voilà, j'ai dit. Avant de laisser la parole à la salle, est-ce que vous voulez repointer un petit peu ce que la maçonnerie peut apporter au niveau de la tolérance et du combat de l'intolérance? Parce qu'on en a parlé un petit peu. Est-ce que vous voulez revenir dessus? Non. Vous reviendrez au fur et à mesure. Donc moi, ce que je retiens, c'est qu'on ne peut pas tout tolérer. Que la laïcité doit nous permettre de vivre nos convictions intimes, notre liberté de conscience et notre dignité humaine, et que l'intolérance, c'est avant tout nier aussi ce qui nous est commun. Donc la parole est dans la salle. Il y a deux porteurs de micro. Je vous demanderai d'être concis et d'essayer d'étayer le débat avec des questions, parce que je pense que c'est aussi notre manière de fonctionner en franc-maçonnerie, c'est un éternel questionnement. Donc merci de bien vouloir nous questionner, nous re-questionner et nous re-questionner. Oui. Alors je commence, oui. Oui, bonjour. Vous dites qu'aujourd'hui la laïcité est une chose acquise et bien connue en France. J'en doute. De la manière suivante, dans notre obédience, on a eu un jeu, un questionnaire sur 50 questions concernant la laïcité. Eh bien, si vous demandez à tous les frères de la loge de répondre à ce questionnaire, vous auriez des surprises. Donc, pour moi, la laïcité, malheureusement, n'est pas enseignée en France, n'est pas suffisamment connue, et c'est certainement l'origine de tous ces communautarismes qui vont nous empoisonner la vie. Bonsoir. On va laisser juste Guy Arcizet donner un petit mot de commentaire. Oui, sur la laïcité, elle n'est pas bien connue en France, c'est sûr. Et, mais je vous rassure, ou je te rassure, si tu es un frère, elle n'est pas bien connue dans nos loges non plus. Et on n'y travaille surtout pas assez. Non, on rentre dans le confort de la définition qu'on nous a toujours donnée de la laïcité à la française. Quand, à 2 reprises, c'est des choses qui vont probablement aussi t'arriver, Sylvain, j'ai été invité à la Commission européenne, j'ai côtoyé des tas de pays
d'Europe. Et chaque fois que je prononçais le mot laïcité, je voyais les collègues qui faisaient des sauts périlleux sur leur fauteuil en disant « Oh là là, arrêtez, arrêtez, ça c'est un problème français, débrouillez-vous avec ». Et voilà, le problème est là. Et ça m'a amené à réfléchir à ce qu'on entendait par laïcité. On n'a pas fini d'en discuter, mais on a quand même, au moins en France, une idée globale de ce que ça peut être dans certaines situations. Dans certaines situations, voilà. Oui, simplement pour répondre, effectivement, il y a des confusions qui sont, je vais dire, y compris dans nos loges, parce que l'on ne juge la laïcité que par rapport aux religions. La laïcité, c'est pas ça. Ça ne peut pas être ça. J'ai compris que l'année prochaine, il faudra faire une table ronde sur la laïcité. Non. Non, parce que si tu m'invites encore avec Guy, on va tenir 3 jours. Bon, bah alors préparez-vous. En plus, on va exposer nos désaccords. Merci à vous. Alors, il y a une question là-bas. Oui, bonsoir. Vous l'avez évoqué, les mots et les idées derrière les mots évoluent avec le temps. Et si mes souvenirs sont bons, ce mot de tolérance, au XVIIIe, peut-être même déjà au XVIIe, était utilisé, ou en tout cas entendait l'idée de politesse. La tolérance signifiait la politesse. Et voilà, est-ce que vous pensez, que pensez-vous de cette notion de politesse? Est-ce qu'on peut la convoquer? Est-ce qu'elle est intéressante ou pas? Oui. Alors, sur l'idée de politesse, effectivement, c'est une des significations de la tolérance à cette époque-là. Mais être poli, si on y réfléchit, à l'époque, c'était de ne pas sortir son couteau pour égorger son voisin qui ne pensait pas la même chose. Donc être poli, c'est finalement éviter de donner un coup de poing. C'est-à-dire finalement, c'est se dire bonjour. C'est déjà beaucoup dans certains cas. C'est de se dire bonjour, de se présenter, de raconter sa vie à l'autre, sans avoir envie de l'écharper, alors même qu'il ne pense pas comme nous. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est tolérant, ça veut dire qu'on se retient. Et donc, on devient un peu plus civilisé en admettant que l'autre a le droit de vivre. C'est un grand progrès au XVIIe siècle. On se massacre encore dans toute l'Europe et ailleurs. Donc, c'est effectivement un grand progrès. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'effectivement, je suis en empathie avec la personne que je rencontre dans la rue. Sylviane. Bonjour, je m'appelle Geneviève. C'est pas vraiment une question, c'est pas vraiment une remarque non plus, mais j'ai remarqué que Guy Arcizet a prononcé 2 mots qui me paraissent drôlement intéressants, et pas du tout dans la même phrase en plus. Et je me permets de les réunir. Tu as parlé de dignité, les autres aussi, ça va de soi. Et juste après, tu as parlé d'indignation. Est-ce que, la question, parce que c'est quand même une question, est-ce que on peut à la fois respecter la dignité de la personne, mais se permettre, c'est très proche de l'intolérance ce que je vais vous dire, ou de la tolérance, et se permettre d'être indigné par un comportement ou par un outrage aux valeurs universelles, entre guillemets, ou en tout cas de la franc-maçonnerie. Donc est-ce que ces 2 mots qui ont la même étymologie quand même, dignité, indignation, est-ce que c'est pas 2 mots un peu clés? Moi, je voudrais bien votre avis là-dessus. J'ai dit. Oui, merci de me mettre comme ça dans l'embarras, j'adore. Mais, bien sûr, il est clair, moi ça ne me gêne pas du tout, dans certaines situations, donc, de m'indigner. M'indigner, le mot n'est pas assez fort, peut-être. Il y avait avant Stéphane Hessel.
mais je crois que plutôt révolté. Moi, je suis un révolté, c'est ma nature, c'est comme ça, je ne suis pas violent, mais je suis révolté, pas révolutionnaire non plus, et je suis entré en maçonnerie parce que j'étais un révolté. C'est-à-dire que je considère que la révolte est consubstantielle à l'origine de la maçonnerie. Les maçons, de l'origine, étaient des révoltés. Révoltés contre le pouvoir du roi, révoltés contre le pouvoir de l'Église, révoltés par l'absence d'identité des personnes humaines en France et en Europe en général. Donc la révolte est vraiment consubstantielle à la maçonnerie, et je crois qu'être maçon et venir en loge pour rester dans un fauteuil, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Il faut vraiment que j'aille dans cette révolte. Maintenant, est-ce qu'il y a un lien dans le même temps, malgré l'origine étymologique, entre l'indignation et la dignité? Non. On peut très bien parler de la dignité de la personne et être indigné par certaines personnes qui mettent dans l'atteinte et qui mettent en danger, par contre, la dignité. Ça, moi, ça ne me gêne pas. Ça me gêne pas. Et je suis désolé, malgré l'étymologie commune, hein, on ne va pas entrer dans la sémantique parce que là, on n'en sortira pas. Merci. C'est bon? Oui, donc à un moment, tu faisais allusion donc, à la possibilité d'une arrivée de l'extrême droite donc, en France. Alors, il se trouve qu'il y a une exposition donc, en ce moment sur le côté ici que vous pouvez voir, qui est assez intéressante puisqu'elle montre donc, les réactions de certains francs-maçons, maçonnes et maçons, pour qu'on puisse bien donc, distinguer les deux, où on voit effectivement qu'en très peu de temps, donc on est passé de quelque chose de républicain à quelque chose donc de fasciste, et certaines fois donc on avait les mêmes personnes à droite ou à gauche. On a une espèce de continuité avec des gens qui pensaient être de bonne foi toujours, donc voilà. Mais nous sommes dans une tolérance, tout simplement. On est tolérant avec certaines personnes. On fait un choix. Voilà. On voit très clairement que les valeurs maçonniques, pour certaines personnes, c'était quand même suffisamment précis pour qu'ils puissent s'engager sans savoir vraiment dans un premier temps jusqu'où ça pouvait aller pour eux, et qui ont vu dans un deuxième temps ou un troisième temps que ça les conduisait dans des trucs assez horribles. Mais ils ont eu au moins ce mérite d'être dans une constance, quoi, et dans cette tolérance qui était comprise d'une façon réellement universelle. Voilà, donc la résistance dont tu parlais, c'est aussi ce mot-là, c'est-à-dire essayer de résister en sachant très très bien qu'à certains moments, donc il y a des gens qui vont abuser justement de ces confusions. Barbie, lui, pour lui, la tolérance, effectivement, c'est de faire son travail correctement. Voilà, et puis de l'exporter après donc en Amérique latine pour continuer avec une protection, avec des gens qui pensaient effectivement que pour asseoir leur pouvoir, c'est effectivement donc dominer avec toujours cette tolérance, comme on peut avoir une tolérance à l'alcool, par exemple. Alors, d'abord, la maçonnerie ne protège pas forcément du fascisme. On en a malheureusement quelques exemples de sœurs et de frères qui se sont compromis pendant la guerre. Donc rien ne... Voilà. Ça dit, c'est un sujet intéressant. La France est le pays qui a le moins déporté en Europe par rapport à sa population juive. C'est quand même un fait. Ça veut dire que les Juifs de France ont pu bénéficier de protection. Les Juifs en France, d'ailleurs, pas simplement les Juifs de France. Alors que lorsque l'on interrogeait les gens au sortir de la guerre, il y avait un antisémitisme profond qui régnait encore dans la société française. Alors le moment de la guerre, ça a été de se dire finalement, et pourquoi des gens n'ont pas dénoncé? Alors il y en a eu qui ont dénoncé, mais pourquoi des gens ont protégé? Pas simplement des justes, parce que s'il n'y avait eu que les justes, effectivement, il y aurait beaucoup de déportés. Tout simplement, et j'en reviens à ce que disait Guy, la dignité. Quand à un moment, vous voyez des enfants qui partent dans un train, vous pouvez soupçonner que ces enfants ne partent pas dans une colonie de travail. Quand vous voyez des personnes qu'on déporte sans leurs enfants, des vieillards, des enfants, justement, vous êtes indignés, vous révoltez. Et vous avez beau être antisémite, ne pas beaucoup aimer les Juifs. Quelque part,
vous avez des hommes et des femmes, des êtres humains que vous allez protéger, d'une manière ou d'une autre, sans les dénoncer, en leur facilitant un passage, etc., etc. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans une situation de crise, vous oubliez finalement vos haines personnelles pour sauver quelque chose. Bien, moi je trouve qu'on critique toujours l'attitude des Français pendant la guerre, attentiste, etc. Mais quand même, beaucoup de Français ont sauvé des Juifs simplement en ne les dénonçant pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand vous êtes placé dans une crise telle, bien, finalement, vous surpassez vos contradictions et vous allez vers la dignité, vers la protection de la dignité humaine. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose d'important à souligner. Bonjour, merci à nos orateurs d'abord pour leur intervention pertinente, concise et très intéressante. Je voudrais les questionner sur la tolérance à l'athéisme, à la non-croyance et à l'indifférence religieuse. Je fais une nuance entre ces trois concepts. Il me semble qu'il y a une certaine tendance à tolérer la coexistence de différentes religions, pas partout, mais quand même c'est relativement répandu. Notre frère nous a donné l'exemple du Liban, de ce qu'on essaye d'y faire. Et il me semble qu'il y a malgré tout une forte intolérance en beaucoup de lieux, y compris en France, à ces athéismes et non-croyances. Comme si le fait de ne pas croire était quelque chose de beaucoup plus grave que de croire en une religion, quelle qu'elle soit. Les athées, en plus, n'ont pas de clergé pour les défendre, si je puis dire. Et donc, il y a même des obédiences qui considèrent qu'une croyance est obligatoire pour en faire partie. Donc, je voudrais avoir l'avis de nos orateurs sur cette tolérance ou intolérance à la non-croyance sur le plan général. Merci. Est-ce qu'il y en a un de vous qui est inspiré? Bon, je veux répondre à une petite partie de la question qui a été posée. C'est l'intolérance envers l'athéisme et la non-croyance. Pareil, je reviens à mon expérience personnelle, c'est que c'est une question culturelle. Il y a des sociétés, je ne peux pas parler de la France, je n'ai pas trop connaissance à ce niveau-là. Il y a des sociétés, et surtout, je redonne le même exemple, où la religion dirigeante tout, même l'état civil. C'est-à-dire, à la naissance, on est chrétien, et sur la carte d'identité, c'est marqué chrétien. On est musulman, c'est marqué musulman. Ce qui fait que c'est très difficile pour toutes ces sociétés-là de sortir de la même mise des institutions religieuses, parce que c'est quand même un fonds de commerce pour eux, et pour elles, pardon. En France, je ne vois pas beaucoup la non-tolérance à une non-croyance aux athées. Puisque moi, en France, je peux dire je ne crois pas en Dieu, on ne me lapidera pas. Déjà, c'est déjà une chance. Quand on va ailleurs, on voit comment on peut dire, même rien que de prêcher une religion qui n'est pas la même que la religion du pays, c'est considéré comme un acte de trahison et nécessite un châtiment qui est le plus sévère. Donc, tout est notion de culture et tout est une question de notion de société dans laquelle nous vivons. On revient là-dessus. Et puis, l'enracinement des institutions religieuses. Voilà. Merci Assad de cet éclairage. Romain? Bonjour. Tout d'abord, je vais essayer d'être bref. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui veut prendre la parole, mais sinon, je vous coupe le micro. Je m'adresserai à notre frère libanais. Moi, j'ai des origines libanaises. Je suis allé plusieurs fois au Liban. Ma fille a fait une partie de sa médecine au Liban. Et l'exemple qu'il donne, où dans une loge, il y a le président, le vénérable, qui est d'une religion, le premier surveillant d'une autre, etc., etc., c'est ni plus ni moins que le fonctionnement des divers gouvernements qui sont passés par
par là au Liban, on voit ce que ça a donné. Enfin, je ne veux pas faire de l'humour noir, mais je veux dire, j'y crois pas 5 minutes. Ça, en fait, c'est de l'écuménisme. On parle à toutes les religions, mais en loge, on n'est pas là pour parler de religion. Non, mais je finis. Donc, je sais que ça va un peu l'énerver. Mais bon, bref. Ce que je voulais dire, c'est que sur le thème de l'intolérance et de la tolérance, quand on lit ce qui est projeté au tableau, vous passez, je trouve c'est dommage que vous passiez beaucoup tout par le prisme de la religion et de la culture. Parce qu'en fait, si on se pose la question de qu'est-ce qu'on peut tolérer ou qu'est-ce qu'on ne peut pas tolérer, il y a beaucoup d'autres choses dans la société actuelle qui peuvent se traiter de cette façon-là. Par exemple, est-ce qu'on peut tolérer la violence extrême qui se passe en ce moment? Par exemple, encore une fois, je ne vais pas me faire que des amis, mais les violences policières, mais d'un autre côté, les violences des délinquants, la violence qu'on trouve sur Internet, où les enfants sont exposés. Par exemple, il y a eu un dossier il n'y a pas longtemps un envoyé spécial sur l'hyperpornographie qui est visible de tous les enfants. Ça va faire des générations assez problématiques. Est-ce que ça, on peut le tolérer? Est-ce qu'il faut le tolérer? Je pense qu'il y a beaucoup de sujets de société sur lesquels la franc-maçonnerie pourrait se positionner vraiment en acteur plutôt que tout le temps. Alors, je suis un défenseur de la laïcité. D'ailleurs, au Liban, la laïcité, ça n'existe pas puisque on met sa religion sur la carte d'identité. Mais je veux dire, souvent, on revient tout le temps à la religion dans nos discussions sur la tolérance et l'intolérance. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui sont à passer par ce prisme-là. D'ailleurs, je finis la phrase qui a marqué au tableau, des expressions, des actes répréhensibles d'un point de vue éthique ou légal. L'éthique ou légal, ça ne s'adresse pas spécialement à la religion, j'ai dit. Merci. Assad, je crois que tu es... Voilà, apparemment, tu es un frère, donc mon très cher frère. Je pense que tu as une petite méconnaissance de ce qui se passe là-bas, avec tout le respect que je te dois. Le système politique libanais est un système confessionnel. Ça, c'est vrai. C'est qu'on impose telle religion pour tel poste, pour tel poste, pour tel poste. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est politique. Au niveau d'une loge maçonnique, si tu connais le paysage là-bas, c'est pire que ce que tu peux le penser. On a des loges chrétiennes, des loges musulmanes, des loges druzes, des loges arméniennes. Donc, c'est même les loges qui sont presque confessionnelles, vu la société dans laquelle ils vivent. L'originalité des nouvelles loges que nous sommes en train de créer, c'est qu'il y a la diversité de toutes les religions, puisqu'on a beau raconter ce qu'on veut, c'est une société religieuse, il faut vivre avec, et c'est comme ça. Donc, et notre travail est d'essayer quand même de changer et de parler de laïcité, de parler de tolérance. Et un deuxième point, c'est plus obligatoire du tout, mon frère, de marquer la religion de sa carte d'identité au Liban. Je ne dis pas que c'est un pays idéal, hein, c'est un pays, je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même il y a un minimum de personnes qui essayent quand même de faire les choses bien. Le politique n'est pas le peuple, c'est ça la différence. Pour le point suivant. Merci, je pense que Sylvain, tu veux compléter? Oui, je répondrai sur la fin de la question. Je crois que Guy a donné la réponse tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a effectivement des choses qui sont intolérables dans la société. La place de l'argent, l'hyper-individualisme. Et puis, tu as cité la pornographie, mais c'est aussi une atteinte à la dignité humaine. C'est même plus qu'une atteinte à la dignité humaine. Donc, on a les violences, etc. Donc, je pense que ce qu'il y a vraiment au centre, et ce que nous devons tous condamner, ce sont les atteintes à la dignité humaine. Évidemment, du point de vue légal, du point de vue éthique, on pourrait parler de la bioéthique, effectivement, jusqu'où peut-on aller quand on parle d'augmenter? Ça voudrait dire que l'homme n'est pas complet, puisqu'on peut encore l'augmenter. On peut réfléchir à cette question-là. Donc, c'est une question importante. Parce que derrière, bien, on trouve le surhomme, et puis on trouve la machine, et on ne sait plus à un moment donné. Vous savez, c'est comme voilà, ce qu'on a dans le corps. Vous savez, c'était ce feuilleton des années 70, là où il y avait le type était totalement refait, il avait un œil, etc. Et finalement, c'était un peu une sorte de Superman. Bien là aussi, on peut s'interroger sur la dignité, effectivement, de tout cela. Donc là,
effectivement, on est dans le domaine que Guy a donné tout à l'heure. Ce sont les atteintes à la dignité humaine. Pas que religieuses. Et qui ne sont évidemment pas que religieux. Alors moi je voulais aborder, vous avez comment... Alors moi je ne connais pas du tout la franc-maçonnerie, je me suis dit, moi je suis initiée et je voulais connaître à un moment donné pour avoir une vision à 360. Alors vous avez bien commencé Sylvain en me parlant des lois de l'univers, et vous avez parlé de l'univers, que l'autre c'est nous, tout est énergie. Si la personne en face est en énergie négative, si nous ne travaillons pas sur nous, nous allons émettre des énergies négatives aussi, et on voit ce que la société aujourd'hui peut refléter en termes d'énergie. La principale loi de l'univers, je pensais que vous alliez aller au-delà, c'est la loi, c'est l'amour. L'amour, c'est plus fort que tout. Alors après, quand Guy, vous avez abordé aimer son prochain et vous êtes plutôt à aider, oui, mais quand on est dans le véritable amour, ici, en plus vous êtes des médecins, donc c'est la triple flamme. Quand on peut avoir cette capacité, Science et Vie en a parlé, ça modifie les particules subatomiques jusqu'à 4,50 m, le pouvoir de l'amour. Alors, merci à Assad d'avoir parlé du Liban. Le projet commun de toutes ces personnes, c'est un amour universel, quelles que soient nos religions. Nous venons tous du même endroit, et d'où la laïcité. Et je suis en phase. Et j'aurais aimé avoir une porte de sortie positive de notre capacité d'être humain, d'être co-créateur. On peut effectivement avoir des capacités, alors certaines personnes l'ont aujourd'hui, des personnes qui sont neuroatypiques, qui est considéré malheureusement comme un handicap, alors qu'ils ont ces capacités de pouvoir co-créer et d'apporter quelque chose de nouveau, de sortir de ce que l'on connaît de la dualité, bien, mal. Aujourd'hui, faisons confiance à nos lois, on a suffisamment de lois, respectons et mettons en place tout ce qui doit être fait pour corriger ce qui doit être corrigé, et on peut aller au-delà, à mon sens, avec nos capacités d'être humain par l'amour, pour, comme a fait Nelson Mandela, nos ennemis ne sont, enfin, les ennemis ne sont pas mes ennemis, et il a pu faire de belles choses. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter ? Oui, à propos d'amour, c'est vrai que je suis d'une époque où j'écoutais Georges Brassens beaucoup, et dans une chanson, il dit « Parlez-moi d'amour et je vous fous mon poing sur la gueule ». Pourquoi ? C'est un peu choquant de l'entendre comme ça, c'est sûr. Je ne dénigre pas l'amour en tant que sentiment, mais ça n'est qu'un sentiment. C'est-à-dire que dans le domaine de la rationalité dans laquelle on doit être pour essayer d'éclairer certains concepts, il faut se détacher peut-être de temps en temps des sentiments et pas leur donner une dimension qui est beaucoup plus importante que celle qu'ils ont. Dire « moi, j'aime tous mes frères et toutes mes sœurs » et rester assis dans son fauteuil quand les mêmes individus sont dans le besoin. Quel est le sens de l'amour ? Aucun. Mais vous avez parfaitement le droit de le penser, que l'amour est quelque chose d'important. Dans ce domaine-là, encore une fois, il faut penser d'abord solidarité. L'amour, c'est sur un autre plan. Je ne le mésestime pas. Je pense que c'est très important. Mais n'en parlons surtout pas quand on veut établir des lois. Surtout pas. C'est un risque majeur. Parce que ici, dans la salle, là, nous sommes, je ne sais pas, une soixantaine ou 70. Vous posez la question à 70 personnes, vous aurez 70 réponses différentes. Tout à l'heure, on me disait, donnez-moi une définition de laïcité. J'ai essayé de le faire. Je ne me risquerai pas à donner une définition de l'amour. Alors, si vous en avez une, moi, je suis preneur. Hein. Je suis preneur, je voudrais bien. Merci. Y a-t-il encore des questions ? Bonjour, Salima Seglir, Grand Orient de France. Comment pratiquer la tolérance face à l'exclusion et au clivage qu'elle induit ? Et sous question, la pratique de la tolérance est-elle le signe d'une société prospère et progressive ? J'ai dit. Merci.
Ce que je disais au début, c'est que la tolérance est bien un phénomène de société, entre guillemets, qui a un certain niveau d'amour, de solidarité et de compréhension de l'autre. Mais, comme je disais, ça a quand même des limites. Au nom de la tolérance, surtout sous nos latitudes, des fois c'est perçu comme faiblesse, et je le dis, et les ennemis de la liberté, les ennemis de la tolérance et les intolérants vont dans cette brèche-là pour pouvoir apporter leur idée assez néfaste quand même pour une société idéale. On n'est pas là pour idéaliser, on est là quand même pour discuter ensemble, voir ce qu'on pourrait faire. On ne trouvera jamais les solutions tous ensemble ce soir. Mais ce que je peux, moi, mon intime conviction, c'est que l'un des moyens de propager la tolérance et de l'amour et de la compréhension des autres est l'un des espaces uniques encore en ce qui concerne et qui peut toucher plusieurs personnes, plusieurs couches sociales, et ce sont nos loges maçonniques. Voilà, c'est ce que moi je voulais dire. Moi, c'est à travers ça que je vois la tolérance. C'est pour ça que ça fait 33 ans que je suis franc-maçon. Je suis croyant, je viens d'une société qui est croyante, je tolère le laïque, j'accepte tout le monde, et je suis fier d'être croyant, franc-maçon et laïque en même temps, puisque c'est possible. J'ai dit. Oui, c'est pas le symbole d'une société prospère, c'est le symbole d'une société qui a vécu des crises et qui, à un moment donné, fait le choix d'aller au-delà. Je prends encore un exemple franco-français, mais c'est des gens qui se sont battus pour la liberté de leur foi. Et puis qui en sont venus à se dire, et c'est pas la liberté de ma foi, c'est la liberté de tous que je veux. Et donc tout ça, ça a pris un siècle entre la fin de l'édit de Nantes et la Révolution française, de ce passage, de se dire, plutôt que de défendre mes droits particuliers, qui sont certes bafoués, je vais défendre le droit aussi des autres. Et à ce moment-là, si je défends cela, c'est très progressif, effectivement. Et j'allais dire, même pour s'engager, il faut être toujours en situation d'instabilité et de crise. Si vous êtes en situation de plénitude, le monde est beau, c'est tout rose. Si, au contraire, pour garder ce regard acéré, vous êtes toujours en état de crise, certains diraient en état de révolte, quelque part, vient vous susciter peut-être une faille dans votre conscience et qui vous amène à vous engager. Je prenais l'exemple de ces Français qui n'ont peut-être pas beaucoup pris les armes, mais qui n'ont pas dénoncé. C'est une manière de prendre les armes. Et quelque part, ça crée une conscience que là, il y avait une faiblesse. Et ces Français sont peut-être retournés à l'antisémitisme après-guerre, classique, usuel dans la société française. Mais ils ont gardé de cette époque l'idée qu'il fallait défendre aussi leurs prochains, et peut-être aussi prendre conscience de ce qu'il y avait comme pauvreté à l'époque, et qui n'a toujours pas disparu, de l'engagement, etc. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est la crise, la situation d'instabilité qui nous met toujours ce regard acéré sur ce qui se passe dans la société et qui nous fait agir. Si nous n'avons pas ce regard toujours en bascule, bien, on passe à côté de choses. Je crois qu'il reste 4 questions. On va prendre les 4 dernières questions. Donc, je voulais vous remercier de me donner la parole. C'est peut-être pas évident tellement il y a pas mal de personnes qui souhaitent s'interroger ou poursuivre ces débats. Je voulais vous poser une question sur cette laïcité. Est-ce que vous pouvez mettre le micro peut-être un tout petit peu pour que tout le monde participe? Merci. Donc, je voulais vous poser une question à propos de cette laïcité que finalement, peut-être, vous n'arrivez pas totalement à définir et qui représente pour vous un pilier à minima philosophique de peut-être même toute une posture tout au long de votre vie. Pensez-vous que cette laïcité que vous n'arrivez pas à définir puisse être aujourd'hui votre nouvelle religion ? Oui, je vais vous satisfaire.
Et ça me va très bien. C'est d'ailleurs même dans les constitutions de la maçonnerie, les constitutions dites d'Anderson. Anderson dit « Nous sommes la vraie religion ». C'est-à-dire, nous sommes la vraie institution qui cherche à relier les hommes et les femmes. J'ajoute les femmes quand même, hein, on n'en a pas beaucoup parlé, dans le sens commun de la société. Bien sûr, ça ne me gêne pas que l'on parle de religion à propos de laïcité, pas plus que ça ne me gêne. Tout à l'heure, il y avait une question qu'on me parle de croyance. Je crois que de toute façon, nous sommes, êtres humains, des êtres de croyance. Dans cette salle, vous êtes pratiquement tous des croyants. Vous savez tous, vous croyez tous que vous allez vous réveiller demain matin. Et je ne veux pas vous faire peur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une croyance. La science est une croyance. Einstein, quand il travaille sur sa science, à lui, croit qu'il va trouver il trouve quelque chose. Mais parce qu'il y croyait avant. Et, par extraordinaire, ça va être démenti par la physique quantique. Après. Donc nous sommes tous des croyants. Je réponds à la question qui était dite tout à l'heure à propos de l'athéisme, etc. Nous sommes tous des croyants et je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Et j'ai essayé justement, dans le travail que j'ai fait sur la laïcité, vous me dites que je ne sais pas définir la laïcité, mais si vous trouvez quelqu'un qui peut m'aider, moi je veux bien. Parce que le problème est là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de définition légale de la laïcité. Il n'y a pas de définition légale. C'est ça le vrai problème. Et tout à l'heure, la phrase que je vous ai dite, c'était simplement une tentative d'éclairage. Je me suis bien gardé de dire que c'était la définition que je souhaitais. J'en sais rien. Il faut essayer d'y travailler. En tous les cas, on a quand même un certain nombre de repères pour y travailler. Je le disais, les limites, la dignité humaine. Je disais aussi, et Sylvain en a un peu parlé, le doute permanent. Il ne faut pas être dans la certitude et le confort parce qu'on n'avance pas. Ceux qui sont dans la certitude et le confort sont déjà morts. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus la possibilité d'apprentissage. L'apprentissage, on le sait en maçonnerie, c'est l'essence même de la vie. C'est appréhender quelque chose de différent, quelque chose dont on va se servir pour créer sa propre vie dans une dimension qui n'a jamais existé. Vous avez tous, nous avons tous des vies singulières. Et on essaye de relier ces singularités-là pour en faire quelque chose d'harmonieux. Alors évidemment, c'est difficile. Mais si vous trouvez autre chose que la laïcité pour être ce ciment réel dans une société, je veux bien. Pour l'instant, on n'a rien trouvé d'autre. La plupart des religions sont un rejet. Et je vous le rappelle, au nom de l'amour en particulier, on a écartelé des gens pendant des décennies et des siècles entiers pour leur bien, On les tuait pour leur bien. Alors là, on a fait quand même un certain progrès. Hein. Pour l'instant, on ne leur explique pas en les tuant que c'est pour leur bien. Mais il n'empêche que, encore une fois, moi, je ne vois pas. Alors, si on a un autre concept qui permet d'être ce ciment, je veux bien. Alors, les 3 dernières questions, on essaiera de répondre rapidement. Patrick. Alors, moi, la tolérance et l'intolérance, c'est quelque chose qui me perturbe beaucoup. Et il faut que je sois dans une situation pour arriver à définir ma façon de réagir. Je sens au fond de moi que ma façon de réagir dépend a du sens à un moment donné. Vous avez évoqué plein de raisons pour lesquelles il peut y avoir du sens. Moi, ma question, j'aurais besoin de votre aide pour, au-delà d'aller plus loin que le sens que je donne à un moment donné, est-ce qu'il n'y aurait pas des principes, j'en ai entendu quelques mots, qui pourraient être une boussole, des principes éthiques, valeurs, je ne sais pas, j'ai mes réponses. Et donc ma question, c'est, est-ce que vous pourriez m'aider en me donnant
un ou deux mots, chacun peut-être plus, simplement pour m'aider à réfléchir sur quoi ça serait intéressant de se poser des questions pour guider quelque chose de plus profond qui, dans plein de situations, m'amènerait plus vers une position plus sage. Deux mots chacun. Alors moi je vais commencer, comme ça ils les auront pas. Moi je dis égalité, solidarité. Moi je dis acceptation et règles. Et moi je dis dignité et doute. Merci à tous. Y a-t-il encore une prise de parole? Oui, j'ai un petit micro, je vais m'en servir. Oui. Bonsoir. C'est plutôt des remarques. J'ai écouté plusieurs interventions aujourd'hui, avant, etc. Et j'arrête pas d'entendre parler de la franc-maçonnerie. Je vois pas ce qu'elle a à faire là-dedans. La franc-maçonnerie, c'est pas son rôle. C'est les francs-maçons. Avant, on disait la franc-maçonnerie nulle part, les francs-maçons partout. Je crois qu'il faut revenir à ça. On ne peut pas toujours dire « on ». Qu'est-ce qu'on fait, j'entends. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, qu'est-ce que tu as fait, toi, ce matin? C'est dans l'autre sens que ça marche, il me semble. Et il faut toujours se rappeler qu'on a, contrairement au proverbe, on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qui nous ressemble. Donc, on a la maçonnerie qui nous ressemble, on a la société qui nous ressemble. Et puis, une autre remarque, moi, la laïcité, j'ai résolu le problème. Sitôt qu'on m'en parle, je me réfugie derrière la loi de 1905. Je dis, voilà, il y a marqué ça, on va l'appliquer. Et déjà, ça, c'est un grand pas. Si on applique tout ce qu'il y a dans... Bon, c'est un peu comme les droits de l'homme, beaucoup de gens en parlent, très peu les ont lus. Une dernière petite chose, là, pour notre frère libanais. On peut se plaire dans une société religieuse ou pas. Mais personne ne va y changer si ceux qui dirigent un État, etc., ils trouvent leur compte. Pour y changer, moi, je suis un révolté aussi. Il faut y aller... Il faut aller au charbon, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas changer toute seule. Notre frère Frédéric Desmond, qui était un croyant, il était le numéro 1 de l'Église protestante, c'est quand même lui qui présente le vœu numéro 9 pour supprimer l'obligation de croire en Dieu. Je veux dire, moi c'est ça la maçonnerie, c'est quelqu'un qui à un moment dit pour le bien de tous, ma conviction passe après. Par contre, il faut changer les choses. Et je crois que beaucoup de pays... c'est pas ceux qui dirigent, c'est comme l'argent, c'est pas celui qui a beaucoup d'argent qui va dire je vais changer quelque chose. C'est ceux d'un banque qui à un moment tirent l'oreille et lui disent il faudrait que tu changes parce que sinon on va t'obliger à changer. C'est comme ça que ça s'est passé chez nous. Merci. Je parle même pas du 14 juillet, je parle plus de la nuit du 4 août. Merci. On va être un petit peu tenu par le temps. Je vais vous demander, alors pas 2 mots, peut-être 3 chacun, sur une petite conclusion. Et puis, voilà. Oui, alors pour conclure, et simplement pour répondre au dernier frère, et ce sera ma conclusion, franc-maçon partout, la franc-maçonnerie nulle part, j'aime bien le concept, mais encore faudrait-il que les francs-maçons agissent. Et moi, quand je vois nos recrutements, ou lorsque l'on demande si la personne a des engagements, ce qui ne veut pas dire avoir sa carte quelque part, mais simplement s'engage dans la société, a le souci de l'humain, et qu'on accepte qu'une personne qui n'a jamais eu d'engagement dans sa vie, et que le seul engagement, ce soit la franc-maçonnerie, et moi, ça me pose question. Voilà, c'était tout ce que je voulais répondre. Ça me paraît effectivement douteux. Donc, à un moment donné, bien, il faut aussi, si nous voulons que l'institution rayonne, il faut la faire rayonner. Et pour la faire rayonner, il faut aussi que nous soyons nous-mêmes rayonnants. Ce qui est le plus difficile. Je dirais aussi, c'est vrai qu'on ne s'y plaît pas dans un système religieux, ça c'est clair, c'est qu'il ne peut changer que de l'intérieur. Mais justement, le travail qu'on fait et la franc-maçonnerie et les francs-maçons qui nous permettent et qui nous aident pour pouvoir le faire, c'est quand même une chance et c'est une opportunité que nous avons pu saisir. Je toujours dis, c'est facile de parler, mais très difficile à agir aussi. Parce que celui qui parle, c'est pas celui qui agisse, et puis celui qui passe 10 ans, 15 ans en prison, c'est pas celui qui donne des théories à 5000 km.
la maçonnerie, pour moi, c'est savoir s'adapter au terrain, savoir écouter, travailler, choisir les bonnes personnes, appliquer l'idéal que nous avons tous, que nous sommes tous engagés à respecter, à travailler pour, et puis pour avoir une meilleure société, puisque, mine de rien, on rassemble ce qui est épars, mon frère. Et la preuve, c'est qu'on est tous là ce soir, et il n'y en a pas un comme l'autre, et je pense que, dans le fond, nous avons le même idéal. J'ai dit. Oui, je peux... La lourde tâche. Oui, dire un petit mot exactement dans le même sens à propos de la maçonnerie. Je pense ce soir à ma loge qui s'appelle Humanisme et Résistance. Et 2 mots qu'on a tirés d'un aphorisme de René Char qui définit bien la maçonnerie, à mon avis, parce que nous sommes dans un humanisme de résistance, conscient de ses devoirs, discret sur ses vertus, désirant réserver l'inaccessible champ libre à la fantaisie de ses soleils et prêt à payer le prix pour cela. Avec quand même une question que je vous pose à tous, frères et sœurs qui sont là, êtes-vous prêts réellement à payer le prix pour cela? Je vous remercie.